Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette première lunch session SNBS qui traitera de l'économie circulaire et le SNBS. Aujourd'hui, Monsieur Olivier Epli de Hamstein et Waltert sera votre conférencier. Quelques infos pratiques pour les questions-réponses. On vous demande d'utiliser la section Q&R qui se trouve juste à côté du chat, de la bulle du chat. Donc, pour pouvoir répondre plus facilement à vos questions. Il y aura un temps de questions à la fin de 15 minutes. Là, vous n'avez pas possibilité d'activer vos micros ni vos caméras, c'est volontaire. On regardera à la fin si vraiment il n'y a pas beaucoup de questions écrites, si on active les micros ou pas. Et dernière information, cette conférence est enregistrée et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube SNBS ainsi que le support de cours au format PDF. Donc, on n'envoie rien par mail, il faudra aller télécharger. Normalement, d'ici la fin de la semaine, ça sera déjà disponible. Pardon. Bon, je ne vais pas grignoter encore plus de minutes au temps imparti à Olivier Epli, donc je te passe la parole, Olivier. Merci Marion. Tout le monde m'entend, je pense. Tu me diras si c'est pas le cas, Marion. Écoutez, effectivement, je vais vous parler d'économie circulaire et de ce que SNBS a mis en place finalement pour encourager dans les projets de construction, dans les projets de rénovation, une réflexion qui n'allait pas forcément de soi jusqu'à aujourd'hui, mais qui est maintenant en fait une obligation. On doit aller vers l'économie circulaire. Je vais rappeler ça dans un premier temps simplement au niveau un peu du contexte et qu'est-ce qui me fait dire ça, en parlant spécifiquement évidemment du secteur de la construction. Puis ensuite, on regardera précisément dans SNBS qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qu'on espère que les critères, grandeurs qui ont été introduites dans SNBS, on espère qu'elles vont justement pousser à faire des réflexions nouvelles et ensuite à mettre en œuvre l'économie circulaire. Ça veut dire que ça doit s'inscrire, en fait, évidemment, dans le développement des projets, dans des phases SIA. Et puis, voilà, il faut se former. Il y a des bons exemples. Il y a beaucoup d'initiatives en cours, de séminaires sur le sujet. Celui-là en est un. Il y en a d'autres. Donc, je vais donner quelques liens sur des ressources et puis on finira avec les questions comme ça t'est dit. Alors, peut-être pour dire que l'économie circulaire, elle va pas de soi. En fait, si vous regardez ici, jusqu'à 2018, les statistiques nationales suisses, où ont été chiffrés en millions de mètres cubes chaque année, combien de volumes on démolit et combien on construit. Donc, ce qu'on démolit, c'est en rouge, et en bleu. En bleu, c'est dans le domaine de l'habitat. En rouge, c'est tout type de bâtiment. Donc en rouge, c'est le total. Et puis on compare ça aux colonnes grises. On voit qu'il y a beaucoup plus de volume construit. Donc on se rend déjà compte que c'est pas avec les matériaux de démolition qu'on va pouvoir construire tout le neuf. On va être obligé, je dirais, d'aller chercher quand même des matériaux primaires ailleurs. Mais on peut quand même faire quelque chose sur ce volume de démolition. On voit que ça représente à peu près 1/5 du flux de volume nouvellement construit. Si on arrive à mieux exploiter ce potentiel, évidemment, c'est tout bénéfique. Un peu plus dans le détail, on voit qu'en Suisse, au niveau de toutes les matières qui transitent dans la Suisse, tout confondu, on a 87 millions de tonnes. Et ce qui est lié à la construction, ça représente 64 millions de tonnes. Donc les deux tiers, 70%. Et ces flux de matériaux liés à la construction en Suisse sont à l'origine, alors si on prend en compte ensuite aussi l'exploitation des bâtiments, de 30% des émissions totales de gaz à effet de serre. Et en termes de déchets, c'est absolument considérable. On voit que le secteur de la construction est le principal producteur de déchets en Suisse, très très largement. Alors la question, c'est de regarder un peu plus précisément ce qui se passe dans le cycle de vie de la construction, au niveau justement des déchets de construction. Donc on va faire le zoom dans le slide d'après. Et quand on fait le zoom, on se rend compte que justement les déchets représentent à peu près 18,4 millions de tonnes par an. Et ce qui est réemployé, c'est vraiment une toute petite fraction, c'est 2,22 millions de tonnes, ça fait 12%. Une grosse partie, donc ça c'est assez positif, 66% va quand même dans des filières de recyclage, et puis le solde, un peu plus de 20%,
est soit mis en décharge et une partie est incinérée. Donc la partie mise en décharge est quand même très importante puisqu'on arrive à 20%. Pourquoi on met en décharge? Ben, c'est parce que peut-être il y a des choses trop polluantes ou peut-être que ces matériaux, étant polluants, ne peuvent pas non plus être incinérés, ils vont contenir des substances indésirables. Donc en tout cas, ce sont des déchets ultimes et c'est ça aussi qu'on veut éviter dans les nouveaux bâtiments, les nouveaux travaux pour pas avoir autant de déchets à mettre en décharge et puis pour passer beaucoup plus au réemploi. Pour pouvoir arriver à ça, ça veut dire qu'on change la façon de construire. Il va falloir construire de façon réversible pour permettre la déconstruction. Euh, il va falloir aussi mettre sur le marché ces matériaux secondaires, finalement, une fois qu'on a réussi à les déconstruire. Et puis ensuite, donc, justement, prioriser le réemploi sur le recyclage. Alors, il y a une échelle du nom d'un parlementaire néerlandais qui s'appelle Lansing, qui a influencé aux Pays-Bas d'abord et dans l'Union européenne toute la mise en place de ce qu'on appelle la hiérarchie de traitement des déchets. Donc, on est dans cette hiérarchie de l'échelle de Lansing, d'abord réemployer, ensuite recycler, prioritairement recyclage matière, deuxièmement recyclage énergétique, et vraiment en tout dernier lieu, naturellement, élimination des charges. Alors, ce n'est pas qu'une question technique ou économique, il y a une question aussi de pratique et de mentalité, et c'est ça qui est aussi important de comprendre, et ce genre de séminaire, et les labels SNBS, ça participe à changer ces pratiques, ça participe à changer ces mentalités. Je disais tout à l'heure, pourquoi prioriser le réemploi sur le recyclage? C'est pas moi qui l'invente, mais l'idée, c'est que quand on réemploie, on va évidemment être capable, moyennant un démontage approprié, moyennant toute une logistique avec peut-être un stockage approprié, ben, il va suffire, entre guillemets, à ce moment-là, de faire un transport pour insérer ce flux de matériaux dans un autre cycle de vie de bâtiment. Donc c'est ce que schématise à gauche la figure. Et en fait, prochainement, des études vont être publiées par les hautes écoles qui montrent, dans des cas extrêmement concrets, le gain énergétique, le gain environnemental qu'on a à faire ça, même par rapport au recyclage. Et bien sûr, le gain, il est encore beaucoup plus important si on compare à l'extraction des matières premières. Donc réemployer, c'est un gain énergétique, environnemental, et ça peut être un gain financier. Peut-être qu'aujourd'hui, ça paraît compliqué, il y a des coûts qu'on maîtrise, mais encore pas toujours, mais in fine, vraiment, c'est vertueux. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les entreprises? Vous avez un sondage qui a été fait en 2022 auprès d'entreprises du secteur de la construction dans le canton de Vaud. On voit que, en fait, les entreprises, sur le principe, elles sont ouvertes au recyclage. Hein. Il y a 58% qui disent que oui, c'est certainement une bonne chose. Mais finalement, quelles sont les réserves qu'elles ont? Les réserves, c'est qu'elles disent, voilà, le problème, c'est que est-ce que les matériaux vont perdre de leur qualité? Il y a des normes en vigueur, le réemploi va pas toujours être possible. Et donc, ça va être compliqué de pouvoir réemployer. Si on regarde les raisons qui les bloquent vraiment pour aller dans cette direction-là, alors les réponses sont un peu différentes selon qu'on parle de petites entreprises ou de grandes entreprises, mais le premier frein, surtout c'est ce que disent pour les petites entreprises, c'est que finalement la clientèle, elle n'est pas intéressée, c'est pas un facteur aujourd'hui de choix pour elles, c'est pas un sujet en fait. Et puis ce qui inquiète plutôt les grandes entreprises, c'est les questions de compétitivité. Elles ont peur que, en entrant dans ces filières de réemploi, elles vont perdre en compétitivité, qu'il y aura des coûts plus importants, ce qui est évidemment contradictoire en fait avec le slide que j'ai présenté juste avant, qui est qu'en réalité, il y a des gains importants, environnementaux, financiers. Il peut y avoir des gains d'image aussi, des gains immatériels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire changer de mentalité, penser économie circulaire? Donc on voit bien qu'il faut aussi changer hein, le mindset en fait, des acteurs. Là, vous avez un schéma extrêmement général qui dit que voilà, finalement, on fait les circuits courts, donc on va pas en élimination, on utilise plus longtemps, on maintient la durée de vie, on répare, on réutilise, on recycle, puis vraiment, quand on peut pas faire autrement, on élimine. Ça donne quoi dans le secteur du bâtiment? C'est cette boucle, cette fermeture du cercle de l'économie avec différents acteurs, et on retrouve tous les acteurs déjà présents dans la chaîne, je dirais, du cycle de vie du bâtiment, sauf que tout d'un coup, il y a évidemment des maillons supplémentaires qui ont plus d'importance, c'est les acteurs qui vont stocker, trier, diagnostiquer pour permettre le réemploi des matériaux. Et maintenant, si je mets le schéma le plus général,
où on voit finalement tout en haut la ligne horizontale qui représente l'économie linéaire qu'on connaît bien, et puis comment cette économie circulaire peut se construire avec ces nouvelles boucles, ces nouvelles prestations également, des nouvelles compétences pour mettre en œuvre l'économie circulaire. Alors, un élément fondamental par rapport à ça, c'est évidemment une gestion des flux de matériaux en considérant des systèmes qu'on peut séparer, donc des matériaux ou des éléments de construction ou des systèmes de construction qu'on va pouvoir séparer, et puis qui ont tous des durées de vie différentes. Donc il faut que cette séparation, cette séparabilité permette vraiment de façon très distincte de séparer des éléments à faible durée de vie courte. Je prends des aménagements intérieurs, des parquets, des revêtements, qui vont changer à chaque fois qu'un locataire change d'ailleurs. Ceux-là, on doit les récupérer. Des éléments du système secondaire, des cloisons intérieures, des éléments de porte, des éléments de toiture et autres, et puis des éléments du gros œuvre du primaire qui, eux, ont des durées de vie plus longues et pour lesquels, là aussi, il va falloir mettre en place cette économie circulaire. Alors, comment SNBS intègre dans l'évaluation du label, qui se veut vraiment un label qui couvre tous les domaines de la durabilité, il y a plusieurs thèmes en réalité, vous le savez, environnement, économie, société, et des critères. Et il y a plusieurs critères qui en fait traitent de la durabilité et du réemploi. De façon générale, de la circularité. Que ce soit des thèmes en fait très en amont au niveau de la définition du cahier des charges. La première question dans l'économie circulaire à se poser finalement, c'est est-ce qu'on va démolir, reconstruire, ou peut-être transformer, réaffecter l'existant, ou étendre l'existant. Ça, c'est des questions fondamentales qu'on se pose au départ. Puis dès le départ, d'avoir des stratégies du présent, c'est de dire, ben voilà, on va faire avec les matériaux qu'on a, et déjà utiliser peut-être des matériaux sur place ou dans un chantier voisin disponible qu'on va réemployer pour le nouveau projet, ou une stratégie du futur, dire voilà, ben là on va plutôt faire un bâtiment où il y a peu de potentiel de réutilisation de matériaux existants. Et ce qu'on fait par contre, c'est qu'on construit ce bâtiment pour qu'il s'inscrive pleinement dans l'économie circulaire. Ça veut dire qu'il est construit de façon modulaire et avec des matériaux qui vont permettre dans le futur d'inscrire ce bâtiment dans l'économie circulaire, de réutiliser les matériaux, etc. Se posent bien sûr des questions sur le choix des matériaux, le caractère écologique des matériaux, et pas seulement raisonner en fin de vie, raisonner aussi dans le cycle de vie, la capacité du bâtiment de s'adapter à des nouveaux besoins, la flexibilité, etc. Maintenant, même si plusieurs des critères concernent de façon directe ou indirecte l'économie circulaire, il y en a un particulier qui concerne la démontabilité et le réemploi. C'est celui qu'on va examiner ensemble plus en détail. Il faut savoir que dans SNBS Quartier, qui existe depuis septembre 2023, il y a aussi un critère spécifique, le critère 213, qui traite du réemploi, et où là, les deux grandeurs qui sont mesurées sont d'une part l'évaluation de la capacité du projet en termes de réutilisation de matériaux ou de groupes d'éléments, et puis la deuxième exigence, c'est, et là on est dans une stratégie un peu du futur, et à la fois du présent et du futur, c'est de faire un cadastre, un registre des matériaux qui pourraient dans le quartier être réutilisés, et puis un registre des matériaux qui vont constituer le nouveau quartier dans cette stratégie du futur. Il y a un outil Excel qui est proposé, Excel, quartier et réemploi, qui est là justement pour évaluer ces projets de quartier avec un certain nombre de questions sur 4 pages qui permettent de sensibiliser en fait dès le début du projet, dès le cahier des charges, l'ensemble des acteurs du projet. Maintenant, je me penche plus précisément sur la démontabilité et le réemploi, le critère de SNBS Quartier, version 2023. Alors, l'économie circulaire, elle est appréhendée par 4 grandeurs qui sont en fait 4 champs de réflexion qui doivent impacter tous les mandataires dans l'équipe de planification, l'architecte bien sûr, les ingénieurs civils, et aussi bien sûr tous les autres mandataires, ceux qui s'occupent du CVCS, des réseaux de façon générale, qui sont impliqués, qui sont finalement mobilisés par les réponses à apporter aux questions posées. On va les examiner l'une après l'autre. La première des grandeurs, c'est l'accessibilité des installations techniques du bâtiment. Alors, l'accessibilité, elle est importante, évidemment, pour permettre, en cours d'exploitation dans la vie du bâtiment, de procéder à des interventions
pour adapter le bâtiment, réparer, entretenir. Ça, c'est dans la vie du bâtiment. Et puis, dans le futur, c'est aussi pour pouvoir extraire finalement les réseaux, les installations techniques et les séparer. Si tout est noyé dans une dalle de béton, c'est un peu compliqué de faire la séparation. Donc ça a des conséquences aussi sur le design finalement du concept technique. Alors, il y a 3 critères. Le premier, ça concerne toutes les colonnes techniques verticales. Ça peut être des vies, des gaines maçonnées, ça peut être voilà, des colonnes dédiées ou mixtes, les distributions horizontales, et puis tout ce qui est l'accessibilité, les schémas d'accès aux locaux techniques et aux appareils, aux grands appareils fixes et aux grandes installations. Les critères, en fait, on poursuit tous le même objectif, c'est évaluer la facilité d'accès, de réparation et de démontabilité. Et que pour pouvoir accéder, qu'il n'y ait pas besoin en fait de détruire finalement ce qui a été construit, ce qui signifie de la perte en fait de substances matérielles, et puis des coûts pour remettre en place. Et donc ça, c'est le critère qui doit présider finalement à la conception. Donc ça veut dire qu'on rationalise non seulement par rapport à la logique de distribution finalement par rapport aux différents besoins du bâtiment, mais aussi dans cette logique-là de réemploi qui est l'objectif visé. Pour avoir tous les points, je dirais il faut avoir une accessibilité totale. Dans le cas des bâtiments rénovés, puisque le label SNBS bâtiment s'applique aussi aux rénovations, l'exigence est moins grande, mais il faut rendre accessible au moins 50% des techniques verticales, horizontales ou des appareils. Donc ça, c'était la première des grandeurs qui permet d'évaluer en quoi le bâtiment permet la démontabilité et le réemploi. La deuxième grandeur, c'est l'aptitude à la déconstruction non destructive. On appelle ça aussi le design for disassembly. Alors j'y viens tout de suite. Je me rends compte donc que je suis allé trop vite. Ouais, j'ai stoppé ce slide. Mais voilà, c'était juste pour expliquer, comme d'habitude dans SNBS, l'évaluation avec des nombres de points. Et finalement, plus on répond aux différents critères d'accessibilité, sur le côté vertical, le côté de la distribution horizontale ou des appareils, plus on cumule jusqu'à 3 points au maximum. Deuxième grandeur mesurée, l'aptitude à la déconstruction non destructive. Alors, il y a donc plusieurs grandeurs. Donc, on va séparer dans l'évaluation la capacité de déconstruire de façon non destructive l'enveloppe du bâtiment, la façade, les revêtements, les parois, tout ce qui constitue l'enveloppe, l'isolation. Ensuite, tout ce qui constitue la structure secondaire, le second œuvre du bâtiment, ce qui concerne les installations techniques. Et puis, il y a une évaluation mise à part pour tout ce qui est la structure primaire, qui constitue le gros œuvre, les dalles, les radiers, les piliers, ça va être aussi les escaliers, etc. Là aussi, la capacité d'évaluation va reposer sur des critères, par exemple, de fixation, de mode d'assemblage. Donc, généralement, ce qu'il faut éviter, c'est tous les assemblages humides, avec de la colle, avec des mousses, etc. Et privilégier des fixations par vis qui permettent vraiment de démonter, comme des Legos, l'ensemble des éléments sans les détériorer. Et qui permet de remplacer, rénover, si on doit les remplacer dans le cycle de vie, on a vu qu'il y a des durées de vie assez différentes d'un élément à l'autre, ou de permettre leur réemploi dans un autre bâtiment. Dans le cas de bâtiments existants, rénovés, voilà, on voit que l'évaluation ne porte pas sur la structure primaire, c'est le petit texte entre parenthèses, alors que dans le neuf, l'évaluation porte aussi sur le système primaire. L'évaluation, là aussi, se fait par des points avec un décompte avec un maximum de 2 points, si sur les 4 aspects, l'enveloppe, le secondaire, les installations techniques et sur le primaire, on a pris des mesures permettant la déconstruction non destructive. Troisième critère, c'est la réutilisation de groupes d'éléments de construction. Donc là, on est dans le design de la construction et de voir si on a pu utiliser finalement
réutiliser des matériaux existants, des éléments de construction existants, soit sur les bâtiments sur place à déconstruire, dans le cas où la parcelle est déjà occupée, des bâtiments sont à déconstruire, mais évidemment, ça peut être aussi des matériaux issus d'autres chantiers de déconstruction ailleurs, soit dans le canton, soit à une distance plus grande. D'ailleurs, les études qui sont faites à ce niveau-là montrent qu'en général, le coût écologique du transport est vraiment marginal par rapport aux gains énergétiques liés à la réutilisation. Donc on ne doit pas avoir peur d'aller chercher éventuellement loin, en Suisse, d'autres matériaux issus de la déconstruction. Et puis, on peut aussi, à défaut de réussir à réutiliser pour son bâtiment les matériaux du chantier de démolition sur place, aussi mettre à disposition les éléments de déconstruction sur place pour d'autres chantiers ailleurs. Donc il y a une logique vraiment avec un périmètre, je dirais, d'analyse qui inclut d'autres acteurs potentiellement intéressés par ces matériaux. Cette stratégie, elle va pouvoir être mise en œuvre à géométrie variable, en fait, pour les différents éléments du bâti. Ça va être différent selon qu'on est dans le gros œuvre, la technique du bâtiment, ou si on est dans les aménagements intérieurs ou les aménagements extérieurs du bâtiment. Vous avez d'ailleurs des ressourceries, on en parlera tout à l'heure, qui stockent des matériaux plutôt dans le gros œuvre. D'autres ressourceries vont plutôt stocker des matériaux dans le second œuvre. Donc on voit que évaluer le potentiel de réutilisation des matériaux, ça va demander d'aller chercher, se renseigner auprès des acteurs qui commencent à mettre en place ce type de circuit. Ensuite, de façon extrêmement concrète, par rapport à un dossier de labellisation, mais de façon générale, dans une stratégie, assez rapidement, on peut identifier sur un plan quels sont les bâtiments qui sont issus du réemploi, ceux qu'on va pouvoir démonter en jaune et ceux qu'on va pouvoir réutiliser en vert. Donc là, on parle en fait des plans des bâtiments à déconstruire. Finalement, c'est faire une analyse de tout ce qui est à déconstruire selon cette grille de lecture-là. L'évaluation se fait ensuite en fonction du nombre de stratégies qu'on a pu mettre en œuvre sur ces différents éléments. Une difficulté, c'est toujours de bien faire le diagnostic de la teneur en polluants des matériaux qu'on compte réutiliser. Dès lors que ces matériaux sont pollués, évidemment, il n'est pas souhaitable de les faire recirculer dans un nouveau matériau. Donc l'évaluation, comme je le disais, c'est en fait sur 0,5 points. C'est un peu binaire, soit on est à 0, soit on est à 0,5. Donc si vous faites seulement une des mesures, bah, finalement vous n'avez pas de points. Donc là, on valorise vraiment ceux qui vont au bout de la réutilisation. Je donnerai un exemple tout à l'heure de bâtiment. Le quatrième critère, c'est la documentation. Alors aujourd'hui, quand on parle d'économie circulaire, on est en train de parler d'un marché secondaire des matériaux. Et qui dit marché dit rencontre d'une offre et d'une demande, et dit quelque part, c'est la théorie des marchés parfaits, une parfaite circulation de l'information. Aujourd'hui, la difficulté de l'économie circulaire, c'est qu'on n'a pas encore une information produite, disponible, codifiée. Donc, avec cette exigence des SNBS, l'objectif, c'est d'obliger à rentrer dans un schéma de documentation qui va permettre ensuite à ce marché d'être fluide et que l'information soit facile d'accès, compréhensible, pour permettre finalement la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, dans ces documentations, bah, finalement, il y a des renseignements aussi sur les gains écologiques escomptés en réutilisant ces matériaux, et puis sur la présence ou non de toxiques, de produits polluants dans les matériaux. Et c'est ça, ce diagnostic-là, finalement, qui va permettre de voir le potentiel de réemploi. Et cette documentation, elle est donc extrêmement importante. Vous avez là aussi une évaluation du projet en fonction de si on établit ce registre ou non. Et donc, si on ne fait pas ce travail-là, évidemment, on n'aura pas les points pour la labellisation, pour le critère. Alors, ça veut dire que finalement, dans les prestations SIA, c'est là où je voulais aussi qu'on parle un petit peu finalement des mandataires, des nouvelles prestations. Ça veut dire qu'on doit inclure dans le départ, en parallèle finalement, d'un phasage SIA par rapport à un nouveau projet de construction, on doit intégrer finalement le projet de déconstruction en tant que tel, comme potentiellement des ressources pour le nouveau projet. Et finalement, on doit
préciser des phases SIA comme on les a dans ces phases d'avant-projet, projet, exécution, par rapport à la déconstruction. Donc il y a vraiment un parallèle sur les phases SIA de la construction, de la déconstruction. On verra tout à l'heure qu'il y a ce type de prestation est subventionné notamment par SIG pour favoriser ce type de processus. C'est un peu petit à lire, et c'est en allemand qui plus est, mais vous avez la même représentation finalement des tâches à effectuer lorsqu'on est dans une démarche d'économie circulaire, avec des livrables à prévoir pour la déconstruction et des livrables spécifiques pour la construction. Et évidemment que les livrables de la construction circulaire, elles visent une approche complète de la durabilité, et donc vous verrez aussi que parmi ces livrables-là, il y a des livrables sur le bilan carbone et sur d'autres aspects de la durabilité. Maintenant, qu'est-ce concrètement, comment un projet d'économie circulaire va avancer dans le temps et comment l'information va de plus en plus permettre d'effectuer des choix qui vont dans le sens de l'économie circulaire? Mais comme toujours, on a d'abord des études d'opportunité, des variantes d'avant-projet, de projet et finalement des phases d'appel d'offres, d'exécution. Et par rapport à ces différentes phases, comment les choses peuvent se passer quand on raisonne en économie circulaire? De plus en plus, dans les concours d'architecture, il y a toujours la question de la durabilité. Maintenant, s'immisce de plus en plus cette question d'économie circulaire. Eh bien, une des possibilités, c'est par une planche, c'est de faire figurer en code de couleur, dès le départ, l'intention du maître d'ouvrage qui va, sur cette partie de l'ouvrage, faire le choix, sans avoir encore la solution, mais de dire, ben voilà, sur ce type d'ouvrage, sur le secondaire, sur des aménagements extérieurs, par exemple, on va privilégier le choix le réemploi des matériaux. En phase d'avant-projet, on va poursuivre la réflexion et la matérialiser. Dans une stratégie du futur, on va privilégier des fixations purement mécaniques. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément encore la certitude d'avoir des matériaux qu'on va réemployer pour faire des planchers, par exemple, mais on va en tout cas s'assurer que les modes de fixation permettront dans le futur à ces matériaux-là d'être utilisés. Et en phase de projet, on va affiner évidemment le type d'assemblage, le processus de construction. On pourra parfois privilégier la préfabrication si elle comporte des avantages, peut-être par rapport à l'économie circulaire, si on a justement des fournisseurs qui eux-mêmes ont mis en place des filières de réemploi, ou la construction sur place selon le cas. Si on fait des appels d'offres, finalement, c'est la manière de contractualiser un report d'objectifs sur des entreprises qui vont elles-mêmes faire l'approvisionnement en matériaux ou en éléments de construction. Et là, on va leur demander, avec des critères qui sont clairement explicités dans l'appel d'offres, des exigences sur peut-être des pourcentages de réemploi, ou à défaut, si c'est des matériaux vierges, évidemment que ce soit des matériaux avec une empreinte carbone faible, et puis que les modes d'assemblage puissent permettre la démontabilité. Donc on va interdire par exemple le remplissage de cavités au moyen de mousse. Ça va vous rappeler quelque chose si vous êtes familier de Minergie Eco 21. Si on ne peut pas faire une fixation mécanique, on va autoriser l'utilisation de la colle, mais seulement par point, donc pour éviter, pour limiter quelque part la détérioration des matériaux ou réussir finalement à décoller sans trop de difficultés ce type d'assemblage. Donc ça, c'est au niveau des appels d'offres aussi une responsabilité d'intégrer l'économie circulaire. Au niveau de la phase d'exécution, en principe, tout se passe bien, mais il y a déjà tous les déchets qui sont générés par la mise en œuvre, les découpes, et finalement, il faut avoir une gestion du chantier et des déchets de construction qui est en phase avec les objectifs d'économie circulaire. Mais surtout, c'est là qu'on va aussi parfois être confronté à les difficultés du réemploi de certains matériaux, et être extrêmement vigilant, de voir dans les cas où finalement, sur certaines parties d'ouvrage, les caractéristiques techniques, acoustiques ou autres des matériaux qu'on avait prévu de réemployer ne jouent pas, pour adapter et améliorer le projet pour finalement le finaliser en ayant utilisé le maximum du potentiel de réemploi. Alors, vous avez des outils, et vous en aurez de plus en plus à l'avenir, parce qu'on est vraiment dans cette phase de développement. Il y a eu beaucoup de réflexions de fond qui ont été faites là-dessus. Donc, sur le site Ecobao, vous avez un fichier Excel qui analyse finalement
les possibilités d'économie circulaire et en faisant un inventaire, un catalogue des éléments de construction lorsqu'on est en train de déconstruire, lorsqu'on rénove ou qu'on assainit, matériaux qui pourront peut-être être réemployés. Et le but, c'est d'en faire un inventaire pour pouvoir justement demain les mettre sur le marché. Soit les réutiliser sur place pour le nouveau projet, soit les mettre à disposition d'un tiers. Vous avez donc un fichier Excel où vous pouvez choisir par groupe d'éléments, préciser la liste, leurs caractéristiques, les quantités, les surfaces, les volumes, etc. Et ensuite, à partir de cette fiche, chacun des éléments de la liste peut lui-même donner lieu à une fiche descriptive beaucoup plus complète. Voilà, donc on peut, grâce à cet outil-là, avoir quelque chose d'assez normalisé. Il faut savoir qu'il y a d'autres initiatives que celle des KOAO pour mettre à disposition ce type d'outils. Alors, quelles sont ces initiatives? Je vais commencer par la droite sur ce slide. Il y a la Confédération, les hautes écoles qui ont lancé des programmes en 2020, 2022, 2023, qui se terminent soit en 2024, soit en 2025. J'en cite deux, REMCO et Matloop. REMCO, c'était plutôt pour faire un état des lieux des pratiques du réemploi aujourd'hui en Suisse romande. Mais en réalité, il y a, en même temps que ce travail est fait, il y a toute une base de connaissances et des enseignements qui sont tirés de cela et des guides qui vont être produits pour faciliter le réemploi. Le projet Matloop, il travaille avec des partenaires de Suisse romande pour mettre en place des solutions de logistique. Donc là, on est vraiment orienté mettre en œuvre l'économie circulaire avec des phases tests sur des projets pilotes. Et il y a déjà toute une importante documentation, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, qui ont été tirés finalement, qui sont issus de ces projets et des activités que font certains partenaires comme Materium ou Soreva par exemple. Sur le côté gauche de l'écran, c'est une autre initiative dans le canton de Genève, des services industriels de Genève, qui s'est faite en partenariat avec le canton, la Société suisse des entrepreneurs. C'est finalement d'encourager l'économie circulaire pour les nouveaux projets, que ce soit des projets de construction ou de rénovation, en soutenant justement l'intégration dans le phasage des prestations SIA, de prestations spécifiques qui vont favoriser et permettre d'identifier les potentiels de réemploi. Donc, il y a un mandat typiquement d'inventaire, donc la mandat d'inventaire, qui est une prestation en soi, où des personnes qui ont suivi une formation, qu'organisent les services industriels avec justement des partenaires, vont procéder à cet inventaire-là, et cette prestation, elle est subventionnée par SIG, pour faciliter finalement la mise en œuvre de cette prestation. Une fois qu'on a fait l'inventaire, il y a aussi les propres besoins du bâtiment. Et là, un mandat d'approvisionnement, c'est d'aller chercher, quand le maître d'ouvrage conscientisé sur la question a décidé d'aller dans l'économie circulaire et de réemployer certains matériaux, c'est d'aller à la recherche finalement des matériaux qui vont répondre et qui seront utilisables dans un projet de rénovation ou un projet de construction. Et puis finalement, une autre prestation qui, elle, c'est ça, d'assister le maître d'ouvrage en phase chantier pour faciliter finalement la mise en œuvre des opérations de déconstruction, de tri, etc., de stockage. Donc on voit que sur le plan, on va dire à droite, des concepts, de l'évaluation des potentiels, des enjeux, il y a énormément d'activités, mais très vite le lien avec le concret est fait avec le projet Matloop, et il y a même maintenant aussi une incitation financière, des structures qui se mettent en place pour faciliter ça. J'ai parlé tout à l'heure d'associations et de ressourceries. Alors pour ceux qui s'intéressent à la question, je ne vais rien vous apprendre, et j'ai juste listé des références de la Suisse romande, donc je vous invite à aller consulter ces sites. C'est aussi des associations qui offrent des prestations, qui peuvent vous accompagner pour mettre en œuvre des prestations relatives à l'économie circulaire. J'ai été un peu vite finalement, par rapport au temps imparti. Ça laissera plus de temps pour les questions, hein. Ensuite, quelques sites de référence aussi de ce qui se fait ailleurs. Vous avez un énorme programme européen avec un projet Interreg, ça veut dire international, avec un financement européen. Le projet FCRDE, qui est Facilitating the Recirculation of
Reclaimed Buildings Elements, dans le nord de l'Europe. Donc ce projet, c'est assez intéressant parce qu'ils ont fait par exemple des guides par métier. Donc par exemple, les couvreurs, ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont faire un chantier, ils ont un guide qui leur dit ce qu'ils peuvent faire, de quelle façon ils pourraient réutiliser les matériaux de déconstruction des toitures sur lesquelles ils travaillent. Et ça pour chaque corps de métier. Donc il y a vraiment un effort assez important qui a été fait pour s'intéresser et parler finalement, instaurer un dialogue avec les professionnels par corps de métier pour que chacun se sente impliqué et puis aussi fasse profiter de ses compétences la chaîne de l'économie circulaire. Finalement, pour connaître la qualité d'un matériau et savoir son potentiel de réemploi, en principe, ceux qui connaissent mieux le produit, c'est aussi ceux qui l'ont posé. Donc chacun a un rôle à jouer à ce niveau-là. Une autre ressource intéressante en Belgique, c'est Circubuild, avec énormément de ressources aussi, de guides, d'exemples d'économie circulaire qui peuvent vous inspirer. Ça, c'est en langue française en plus, pour la totalité des ressources. Au niveau des exemples extrêmement fouillés sur lesquels sont vraiment documentés comment les choses ont pu se faire, il y a une référence suisse, mais en fait qui a une portée internationale, qui est mondialement connue, c'est un livre de référence, le Compendium de l'architecture circulaire, Reused in Construction, qui a été co-rédigé par l'école d'architecture, d'urbanisme et des génies civils de Winterthur, et puis par deux bureaux d'architectes très investis dans le réemploi, Barreau Bureau Institut et Circular. Vous verrez, par exemple, Circular vient de sortir un guide sur les aspects légaux de la réutilisation de composants dans le bâtiment, sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie. Il est en allemand, mais vous pouvez y accéder. Et il y a énormément de ressources sur ce site. Là, vous avez des planches de Barreau Bureau qui montrent des photos de bâtiments très connus, sur lesquels, très clairement, on voit qu'il y a eu du réemploi. Donc vraiment des références avec des exemples, et il y a tout le côté suisse alémanique avec une forte dynamique, et également des associations de type Materium, etc. Si on se revient en Suisse romande, vous avez sur le site Réousi de l'association Soreva une base documentaire extrêmement intéressante aussi qui montre de façon concrète sur des exemples précis. Ici, vous avez une photo du projet de la Maison Vaudagne, qui est un exemple déjà assez connu et documenté à Genève, qui montre quel type de remploi a pu être effectué avec quel type de matériaux. Et vous pouvez naviguer en fait et regarder par type de matériaux, type d'utilisation, le type d'acteurs impliqués. Vous pouvez naviguer et voir des exemples concrets et voir que oui, c'est possible. C'est pas nécessairement très facile, mais des solutions ponctuelles, en tout cas, souvent peuvent être trouvées. Là, vous avez une coopérative d'habitation qui a été construite à Sainte-Croix, dans le Jura vaudois. En fait, il y a une seconde peau pour ce bâtiment, on la voit, hein, et en fait, cette seconde peau est intégralement constituée d'éléments réemployés. Alors, on sait que les fenêtres, typiquement, quand vous remplacez des fenêtres sur un bâtiment vieux de 30 ans, soit c'est des simples vitrages, soit c'est de vieux doubles vitrages. Vous ne pouvez pas les réemployer, ces doubles vitrages anciens, sur du neuf ou même sur de la rénovation, parce que la performance thermique, la performance acoustique de ces anciennes fenêtres ne répondent plus du tout aux normes en vigueur. Alors elles pourraient éventuellement répondre aux normes en vigueur dans d'autres pays, ou pour des bâtiments qui sont à reconstruire. Il y a par exemple UBS, je crois, qui témoignera dans un prochain séminaire organisé par Génie en novembre, qui témoignera que des anciennes fenêtres ont pu être réexpédiées en Ukraine pour des bâtiments où les bâtiments n'avaient plus de fenêtres. Mais par contre, en Suisse, on peut réutiliser des vieilles fenêtres pour des doubles pots, où là, les exigences sont moindres. Et c'est le parti qui a pris cette coopérative d'habitation. Donc voilà, c'est évidemment pas généralisable, mais ça montre que il y a des possibilités, il y a des choix qui sont pas neutres, hein, en termes d'esthétique, d'apparence, et il y a peut-être d'autres choix sur d'autres types de matériaux qui posent pas ces problèmes d'esthétique et d'apparence.